De quel point commence l'histoire de cette maison qui ressemble à un château français de la Renaissance, mais qui se dresse non pas en France, sur une côte rocheuse de l'Atlantique, dans l'État de Rhode Island? Et pourquoi cette demeure, construite pour un montant équivalent aux budgets annuels de petites villes de l'époque, est devenue au bout de seulement quelques décennies un fardeau dont la famille a décidé de se défaire? Aucun des invités qui avaient franchi une fois le grand hall d'Ocre Court ne savait que son créateur, Ogden Gullett, né non pas dans un palais, mais dans une famille new-yorkaise simple, quoique aisée, du milieu du XIXe siècle, n'avait pas conçu simplement une maison d'été. Il avait conçu une déclaration, peut-être la plus retentissante de sa vie. Le contraste poursuit cette histoire dès les premiers pas. L'homme qui avait passé toute sa carrière au milieu des chiffres élevés des rapports financiers et des transactions effervescentes à Manhattan rêvait d'une maison où chaque tour et chaque flèche parleraient non pas d'argent, mais de culture, de statut, d'appartenance à la tradition européenne à laquelle les États-Unis d'Amérique de la fin du XIXe siècle n'apprenaient que récemment à imiter. Et personne ne savait que ce rêve deviendrait trop lourd pour ses héritiers. Quand, en 1888, Ogden invita à son projet l'architecte Richard Morris Hunt, le maître le plus influent de l'époque. Il semblait impossible que le commanditaire ait l'intention de transformer un terrain côtier en copie d'un château français, et non pas stylisé, mais précise jusqu'au moindre corniche. Hunt, élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, y vit un défi et une chance. Ainsi commença l'histoire qui reliait deux mondes, les nouveaux riches américains et le rêve d'une aristocratie européenne authentique. Le personnage du premier acte est Ogden Gullett, un homme réservé, visionnaire, presque ascétique dans la vie quotidienne, mais incroyablement ambitieux dans ses actions publiques. Un financier qui préférait se taire là où les autres se proclamaient bruyamment. Il croyait aux chiffres et à la terre, à l'immobilier et au développement des villes. Mais une caractéristique le distinguait des autres représentants de l'âge d'or. Il voulait laisser une trace non pas dans la chronique boursière, mais dans la ligne architecturale de Newport. Une trace visible depuis la mer. Et pourtant, qu'est-ce qui l'a poussé à une construction aussi grandiose? C'est ici que surgit la première ombre de la tragédie future. Gullett construisait la maison non pas pour lui seul, mais pour la famille, et pour ce qu'il considérait comme un héritage. Et cet héritage deviendra impossible à préserver un demi-siècle plus tard. Mais le spectateur l'ignore encore. Il ne voit que le début. Les blocs de pierre calcaire de Caen arrivent sur la côte. La charpente d'acier, cachée sous le revêtement, s'élève au-dessus de l'océan. Les habitants locaux observent comment un milliardaire américain fait pousser la Renaissance française sur les rochers de Newport. Pour comprendre pourquoi Ogden Gullett voyait ce que les autres millionnaires de son époque ne remarquaient pas, il faut revenir à ses racines. La famille Gullett avait formé sa fortune dès la première moitié du XIXe siècle grâce à l'immobilier à Manhattan. Ce n'étaient pas des héritiers d'aristocratie, mais des investisseurs pratiques, dont la richesse avait grandi non pas de la mondanité, mais du calcul. Ils achetaient de la terre quand les autres achetaient de l'or. Et cette philosophie, calme, rationnelle, presque sans émotion, formait le monde d'Ogden dès l'enfance. Il voyait comment se crée une puissance capitalistique qui se construit non sur l'éclat, mais sur la possession de l'espace et du temps. Mais c'est précisément cette philosophie qui engendrait un conflit intérieur. À une époque où les nouveaux riches américains cherchaient à prouver leur culture à l'Europe, Gullett se sentait à la fois partie de cette vague et son critique. Il était ambitieux, mais non vaniteux. Il aspirait à la reconnaissance, mais évitait les scandales. Il investissait des millions, mais menait lui-même une vie éloignée du clinquant. Sa stratégie pour surmonter les obstacles était toujours rationnelle. Conserver la terre, investir dans l'indestructible, choisir la stabilité là où les autres se lançaient dans le risque. En 1886, quand il commença à songer à une maison d'été à Newport, son influence dans les cercles financiers était déjà immense.
Mais Gueulet voyait le monde autrement que la plupart des entrepreneurs de son milieu. Pour eux, Newport était une scène. Pour lui, un laboratoire de formation culturelle. Et cela devint la première révélation inattendue. Il ne construisait pas simplement une villa. Il construisait une thèse architecturale selon laquelle la richesse américaine pouvait posséder le même poids esthétique que les dynasties européennes. Le conflit social était évident. Les vieilles familles new-yorkaises, celles dont l'origine remontait au XVIIIe siècle, regardaient les nouveaux riches avec une froide arrogance. Gueulet appartenait à ceux qui suscitaient à la fois de l'inquiétude et de l'envie. La fortune de leur lignée était nouvelle, mais dangereusement croissante, et cela bouleversait l'ordre social habituel. Il savait que sa famille ne serait pas acceptée dans la vieille élite rien qu'en vertu du capital. Il lui fallait un symbole, et ce symbole devait être la maison. Et pourtant, Gueulet lui-même était intérieurement contradictoire. Dans les lettres, mentionnées comme témoignages de l'époque, il est caractérisé par ses contemporains comme un homme fermé, mais étonnamment subtil en matière d'esthétique. Un promoteur calculateur, qui pouvait discourir sur la sculpture de pierre des châteaux français avec autant de détails que sur les cotations boursières. Il voulait donner à son nom une dimension culturelle. Et pourtant, il restait lui-même une ombre. Un homme qui apparaissait rarement en public, mais créait des projets qui résonnaient plus fort que lui-même. À la fin des années 1880 du XIXe siècle, il prend une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi la silhouette de tout le littoral de Newport. Il invite Richard Morris Hunt, cet architecte même qui construira plus tard The Breakers pour les Vanderbilt. Le choix de Hunt n'est pas du luxe, c'est une philosophie. Hunt était un Américain élevé par l'Europe, un homme qui comprenait le langage des châteaux de la Loire, non pas comme une stylisation, mais comme un système culturel. Et ici, deux visions du monde, celle d'un investisseur pragmatique et celle d'un architecte esthétiquement éduqué, se heurtèrent et se fondirent. Cette union apportera au monde Ocrecourt. Gueulet aspirait non pas à démontrer sa richesse, mais à créer une légitimité culturelle. Il voyait dans l'architecture un instrument d'affirmation sociale. Et c'est pourquoi sa maison paraîtrait plus ancienne que l'état même dans lequel elle se dressait. Quand Hunt gravit pour la première fois le terrain côtier choisi par Gueulet, la mer rugissait si fort que les mots se perdaient avant même d'atteindre l'interlocuteur. Les rochers, érodés par le vent et l'eau salée, semblaient résister à toute intervention humaine. Mais c'est précisément dans cette rudesse que Hunt vit ce qui distinguait le projet de Gueulet de tous les autres. La maison ne devait pas orner la terre, mais lui disputer. Être non pas simplement une forteresse de luxe, mais un monument de la volonté. Leur collaboration n'a jamais été simple. Gueulet intervenait dans des détails que d'autres magnats considéreraient comme des broutilles. Il exigeait que les fenêtres soient orientées non seulement pour la meilleure vue, mais aussi sous cet angle qui assurerait un jeu de lumière, rappelant les châteaux français qu'il avait étudiés dans des albums. Il demandait d'augmenter la hauteur de certaines salles de quelques pouces pour la respiration de l'espace. À première vue, cela pouvait sembler capricieux. Mais Hunt comprit assez vite. Le client n'agissait pas impulsivement. Il poursuivait une image qui n'existait que dans sa tête. Une image multicouche, composée de souvenirs, d'ambition et peut-être d'un sentiment d'appartenance incomplète à ce monde auquel il aspirait. La construction d'Ocrecourt devint un théâtre de tension. Les ingénieurs débattaient avec les artistes, les tailleurs de pierre avec les décorateurs. Gueulet, contrairement à sa nature introvertie, inspectait personnellement le chantier. Il marchait sur le béton encore frais, dans de lourds manteaux, faisait des notes dans son carnet, s'arrêtait, levant la tête vers les futures tours, comme pour les comparer à un étalon intérieur. Il ne haussait jamais la voix, mais son silence
Ses gestes, à peine perceptibles, étaient plus forts que les ordres tonitruants d'autres commanditaires. C'est alors que les ouvriers commencèrent à se raconter des histoires sur le fait que cette maison était destinée non pas au luxe, mais à l'éternité. Que peut-être Gueulette construisait un mausolée pour sa propre lignée, un château qui devait survivre à plus d'un propriétaire et devenir quelque chose comme une citadelle dynastique américaine. Bien sûr, ce n'étaient que des fables. Mais dans ces fables se ressentait une vérité. Ocrecourt était vraiment conçu comme quelque chose de plus qu'une maison. Quand à la fin des années 1880, le chantier entra dans sa phase décisive, Gueulette traversait une période difficile. Sa santé se dégradait, il se fatiguait plus vite que d'habitude. Mais personne, pas même les proches, ne se doutait qu'il ne verrait pas sa maison dans sa gloire finale. Il avait vu les plans, vu les murs s'élever, vu les premiers intérieurs achevés, mais il n'avait pas vu l'achèvement solennel. Et cela devint un tournant tragique, une fissure invisible dans les fondations qu'il avait si méticuleusement érigées. Après sa mort, la maison passa aux héritiers. Et c'est là que se révèle le conflit qui semblait déjà inscrit dans le destin de la demeure. Celui qui rêvait d'éternité n'avait pas laissé d'héritier prêt à mener le même combat. La famille respectait sa mémoire, mais ne partageait pas sa passion. Pour eux, Ocrecourt était immense, coûteux, exigeant, trop exigeant. Et pourtant la maison se dressait. Elle dominait l'océan comme un géant né de l'ambition d'un seul homme. Et c'est précisément à ce moment que le suivant acteur entre en scène. Le monde qui change plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Le XXe siècle frappait déjà à la porte. Et avec lui venaient des changements qui bouleverseraient le destin d'Ocrecourt aussi radicalement que les vagues bouleversent les pierres à son pied. Au début du nouveau siècle, Ocrecourt n'était plus simplement une maison. Il était devenu un paysage, une réalité à part, que la famille Gaulet maintenait plus par devoir que par amour. Les tours brillaient les jours ensoleillés comme de l'ambre poli. Mais à l'intérieur se ressentait un silence épais, comme la poussière sur les balustrades. La maison, conçue comme un symbole d'éternité, s'avéra trop grande pour des êtres vivants. Il exigeait de l'attention, des forces, de l'argent. Et surtout, cette même obsession qui habitait Ogden, mais qui ne s'était pas transmise à ses héritiers. À mesure que le pays entrait dans une ère de changement rapide, Newport perdait son rôle d'antan. La somptuosité théâtrale du siècle d'or paraissait démodée, presque naïve. Les propriétaires des manoirs voisins partaient en Europe, vendaient des terrains, annulaient les bals saisonniers. Le monde devenait moderne, pragmatique, bruyant. Et des maisons comme Ocrecourt semblaient des reliques d'une civilisation bâtie sur des rêves que plus personne ne voulait entretenir. Et les héritiers de Gueulette comprirent progressivement. Lutter contre ce monde était vain. Ils maintenaient la maison par respect pour la mémoire du père, mais sous ce respect couvait la fatigue. Chaque hiver apportait de nouvelles fissures dans les murs. Chaque été, des factures qui gonflaient plus vite qu'ils ne pouvaient l'expliquer. La maison réclamait des restaurations, des spécialistes, des tailleurs de pierre qui se faisaient de plus en plus rares. Elle vivait sa propre vie, et la famille la sienne, et ces deux vies s'éloignaient de plus en plus. Dans les années 1930 du XXe siècle, il devint clair. Ocrecourt était un miracle coûteux qui avait perdu sa vocation. C'est alors que naquit l'idée que personne n'aurait osé prononcer devant Ogden. La maison devait trouver un nouveau maître. Pas simplement un acheteur, mais quelqu'un capable d'y insuffler un sens. Et c'est précisément à cet instant que Salve Regina College entra en scène. Un modeste institut catholique d'enseignement supérieur en quête d'un emplacement pour s'étendre. La décision fut lourde.
presque douloureuse. Vendre la maison signifiait admettre le rêve d'Ogden était trop grand pour la famille, mais peut-être pas trop grand pour le monde. En transmettant Ocrecourt au collège, les héritiers semblaient rendre à la maison son droit à un avenir. La maison cessait d'être un monument d'ambition privée pour devenir partie d'une culture vivante, celle même qu'Ogden avait tant aspiré à toucher. Et c'est là le paradoxe. Ce n'est qu'en perdant la maison que la famille la sauva. Quand les portes d'Ocrecourt s'ouvrirent pour la première fois aux étudiants et aux professeurs de Salve Regina College, la maison sembla soupirer après un long engourdissement. Les couloirs, où avaient marché pendant des décennies domestiques et rares invités de la famille, se remplirent d'un autre son. Pas, voix, rire, froissement de livres. Le vent atlantique, qui s'infiltrait toujours par les fissures des vieux battants, ne semblait plus étranger pour la première fois. Il se mêlait à la vie, au lieu de l'étouffer. La transformation ne fut ni rapide ni simple. Le collège reçut en héritage non pas simplement un édifice majestueux, mais une responsabilité titanesque. Chaque tour, chaque arche, chaque détail capricieux de la sculpture française réclamait des soins. Et pourtant, le nouveau propriétaire avait ce qui manquait aux Golettes. Non pas un attachement personnel, mais un objectif commun. Pour l'institution éducative, la maison devint non pas un caprice, mais une mission. Dans ses murs, on devait désormais apprendre, penser, grandir, débattre. Tout ce qui crée la culture dont Ogden rêvait. Les salles où l'on organisait autrefois des bals se transformèrent en salles de cours. La vaste bibliothèque, conçue par Gueulette comme un lieu de contemplation, se remplit de bureaux de travail. Même l'escalier d'honneur, symbole de pathos aristocratique, devint simplement une partie du trajet des étudiants entre les cours. Mais c'est là que résidait la nouvelle beauté. Ocrecourt cessa d'être une décoration. Il devint un espace où le passé et l'avenir pouvaient coexister sans conflit. Quand le collège entreprit la restauration, les spécialistes découvrirent de nombreux défauts cachés. Le sel pénétrait dans la pierre. Le bois de certains planchers était rongé par le temps. La toiture nécessitait une rénovation complète. La vieille maison semblait montrer les cicatrices de son existence séculaire. Mais pour la première fois depuis longtemps, ces cicatrices ne faisaient pas peur. Elles étaient un défi. Et les défis peuvent être relevés. Les professeurs d'histoire de l'architecture guidaient les étudiants à travers les salles, racontant Hunt, l'influence française, l'étrange ambition de la Renaissance américaine. Les musiciens répétaient sous les hautes voûtes, et le son se réfléchissait sur les murs de pierre si purement qu'il semblait que la maison elle-même écoutait. Des lumières tardives s'allumaient aux fenêtres, et Ocrecourt, qui sous les golets était figé dans un silence muséal, vivait enfin ses soirées non pas dans la solitude, mais dans le mouvement. Peu à peu, le manoir se transforma en symbole non pas de richesse, mais de résilience. Il prouva que l'architecture peut vivre non seulement grâce aux capitaux, mais aussi grâce aux gens qui y trouvent un sens. Et bien que les héritiers de Golay aient quitté Newport depuis longtemps, le souvenir de son rêve continuait de résonner dans les conférences, les pas des étudiants, l'écho rituel des anciens couloirs. Ainsi, la maison, créée comme une forteresse privée, devint une maison pour tous. Mais toute nouvelle vie, même la plus inspirante, se heurte tôt ou tard à une épreuve. Pour Ocrecourt, cette épreuve fut les années de croissance fulgurante de Salve Regina College. À la mi des années 60, l'administration comprenait le magnifique mais capricieux manoir ne faisait pas face à l'afflux d'étudiants. Il avait été conçu pour une famille de quelques personnes et leur domesticité, non pour des centaines de jeunes gens qui ouvraient et fermaient quotidiennement les lourdes portes, marchaient sur les escaliers de marbre, utilisaient un système de chauffage à peine dimensionné pour les charges précédentes. La maison se fatiguait. C'était une nouvelle crise, presque philosophique. Le collège ne pouvait pas se défaire d'Ocrecourt.
Il en était le cœur, son symbole, son histoire. Mais laisser tout en l'état était aussi impossible. Le temps exigeait de la praticité. C'est précisément cette dilemme qui devint le moment de bascule intérieure. Le manoir n'était plus considéré comme un musée d'architecture. Il devenait partie d'une machine éducative, où chaque mètre carré devait fonctionner. Alors commença une réévaluation à grande échelle du rôle du bâtiment. L'administration décida « On ne peut conserver que ce qui est utilisé ». Et Ocrecourt, malgré sa nature aristocratique, se mit à s'adapter. Les sous-sols furent renforcés, les anciennes installations remplacées, certaines salles réaménagées pour les besoins des facultés. Mais chaque restauration s'accompagnait d'historiens d'architecture. Il ne fallait pas permettre que la praticité détruise l'essence. Cette époque devint le moment d'une véritable transition. Si pour Ogden Golley, le manoir était une démonstration de richesse américaine, pour le collège, il se transformait en instrument de transmission des savoirs. Et dans cette transition se révéla une nouvelle vérité. La grandeur peut être préservée, non par le luxe, mais par le sens. La maison, qui avait autrefois coûté à la famille une fortune, acquit une valeur d'un autre ordre, non financière, mais culturelle. Il est intéressant que ce soit précisément ces années-là que beaucoup commencèrent à voir d'un œil nouveau l'histoire même de Golley. Les professeurs expliquaient aux étudiants « Le fait que la famille n'ait pas pu conserver Ocrecourt n'était pas une défaite. C'était le reflet d'une époque où les fortunes privées ne pouvaient plus rivaliser avec les besoins de la société. » Et c'est pourquoi la décision de Douglas Golley de donner la maison apparaissait désormais non comme un geste de désespoir, mais comme un geste de prescience. Ainsi, le manoir survécut à sa principale crise, en acquérant une nouvelle signification. Il devint cet exemple rare où l'architecture ne meurt pas en perdant son propriétaire, mais au contraire, s'épanouit en passant entre les mains de ceux qui y voient non un souvenir de luxe, mais la base de l'avenir. Quand on entre dans Ocrecourt tôt le matin, avant que le campus ne s'éveille, la maison semble presque irréelle. À travers les hauts vitraux, une lumière atlantique froide se pose sur le sol de marbre, et dans ce silence vacillant, il est difficile de croire que le bâtiment servait autrefois non à but public, mais une affirmation personnelle de richesse. Désormais, les pas des étudiants, les échos des conférences et le froissement des pages ont remplacé les soieries des invités des Gollettes. Et pourtant, la maison n'a pas perdu sa dignité. Elle semble s'être résignée à son nouveau rôle, mais sans perdre la grandeur que lui a conférée Richard Morris Hunt. Cette métamorphose est la conclusion la plus inattendue de toute l'histoire. Le manoir, créé comme un symbole démonstratif de pouvoir privé, est devenu porteur d'une idée tout à fait différente. Aujourd'hui, il incarne un héritage qui vit non par la possession, mais par la transmission. Ici se déroulent les cérémonies d'ouverture de l'année scolaire. Ici ont lieu les soutenances de thèse. Ici, sous les plafonds ornés de motifs français, les étudiants font leurs premières découvertes scientifiques. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas les Golley. Mais la maison devient partie de leur biographie. Discrète, mais notable. Et cette reconnaissance est peut-être plus grande que tous les bals et réceptions dont Newport était fier il y a un siècle. Si l'on regarde en arrière le parcours d'Ocrecourt, on y discerne presque une structure littéraire. Comme dans l'histoire de Gatsby, où la somptueuse maison s'avère construite pour un rêve et non pour la vie, de même dans le destin des Golley apparaît un rythme symbolique. Ogden Golley a créé un manifeste architectural de l'époque des fortunes américaines. Mais le rêve d'une grandeur immuable s'est heurté à une réalité rude. La maison s'est révélée plus grande que les familles qui l'ont construite. Cependant, contrairement au Gatsby fictif, ici l'histoire ne se termine pas dans le vide. La maison n'a pas sombré dans les abysses du temps.
Elle n'a pas sombré dans l'oubli. Elle a changé de sens. Et c'est précisément dans ce changement de sens que réside la principale leçon de l'histoire. Les ambitions passent, les fortunes privées se dissolvent, les dynasties s'oublient. Mais l'architecture, l'art et l'éducation survivent à tout cela, si elles tombent entre les mains de ceux qui y voient une ressource et non un luxe. Quand Douglas Gollett transmit Ocrecourt au collège en 1939, ce pas semblait contraint. Mais aujourd'hui, il se lit comme une prescience. Un rare exemple de la façon dont un héritage privé peut devenir un bien public, sans perdre pour autant sa beauté. Il est intéressant d'observer comment deux temps coexistent dans la maison. Dans le grand hall, où résonnait autrefois la musique française, ont lieu désormais les concerts des étudiants. Sur l'escalier d'honneur, par lequel descendaient autrefois des dames en robe de velours, quelqu'un se hâte maintenant vers un examen. Dans la bibliothèque, conçue par Gollett comme un lieu de réflexion, les étudiants cherchent des livres pour leurs travaux scientifiques. Et la maison accepte tout cela sans résistance. Elle semble comprendre que la nouvelle vie ne la détruit pas, elle prolonge son souffle. Mais le plus surprenant est la façon dont Ocrecourt a cessé d'être un symbole d'élitisme pour devenir un symbole de résilience. Il a survécu à l'époque des capitaux industriels, survécu aux crises économiques, survécu aux changements de génération et de modèles éducatifs. Il est devenu la preuve que l'héritage n'a pas à être fragile. Il l'est seulement quand il est lié à une seule personne. Mais lorsqu'il est transféré à la société, il devient plus solide. Les historiens n'ont laissé aucune preuve directe que Ogden lui-même rêvait d'une telle fin. Ces lettres et documents ne contiennent pas de phrases prophétiques sur l'avenir de la maison. Mais le fait demeure, sa création s'est avérée partie de quelque chose de bien plus grand qu'une dynastie. La maison que la famille n'a pas pu retenir pour elle-même, la société l'a préservée pour l'avenir. Ces murs servent désormais non aux ambitions d'une seule génération, mais au chemin de beaucoup. Et c'est là, sans doute, que se manifeste la forme la plus mature de victoire. Une victoire non sur les hommes, ni sur les circonstances, mais sur le temps. Peut-être Ocrecourt n'était-il pas un château français oublié que les millionnaires américains ne pouvaient s'offrir. Plutôt, il était une grandeur qui devait trouver le sens approprié. Et il l'a trouvé.